Dans la télé d'ici, on a choisi ce soir de parler de prêt-à-porter. Alors le constat, il est implacable, formel, indiscutable, indéniable. Les Ivoiriens, sinon l'Ivoirien lambda, a tendance à s'habiller dans des articles qui viennent de l'étranger. Pourtant, ce ne sont pas les entrepreneurs et les initiatives qui manquent au plan local. Pourquoi cet état de fait? On a choisi d'en parler dans ce premier round consacré au prêt-à-porter avec Pierre et Princesse et deux invités. Passy Kadio Morocco, fondatrice de la marque Yaleri, et Adji Diallo, fondateur de Adji Style. Donc avec eux, on va parler de tous ces aspects-là. Pour le volet artistique, dans la télé d'ici, dans le deuxième tableau, on sera rejoint par celui qui se présente comme la lumière du Zouglou. En tout cas, c'est une voix particulière, c'est Yabon Golova. Avec lui, on reviendra évidemment sur sa carrière et il nous offrira en bonus sur la scène de la télé d'ici, donc une prestation live mémorable, on l'espère. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour aborder des choses qui vous intéressent. Ce soir, on va parler de prêt-à-porter. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Passy Kadio Morocco. Bonsoir. Bonsoir. Fondatrice de la marque Yaleri. Yaleri, oui. Qui existe depuis combien de temps? Depuis 15 ans bientôt. Ah, depuis 15 ans quand même? Ouais. Ça passe très vite, hein? Très très vite, on ne s'en rend pas compte. Quelle mouche vous a piqué pour vous lancer dans ce secteur? Je pense que c'est une passion qui m'a rattrapée. Parce que j'ai d'abord travaillé dans le droit. Enfin, j'ai fait des études de droit juriste. Ça ne m'a pas plu du tout. Ouais. Pourquoi? C'est si ennuyeux que ça? Non, c'était juste pas fait pour moi. Bon, j'ai fini mes études, j'ai même commencé à travailler dans les assurances. Et puis, la passion m'a rattrapée. Et petit à petit, ça a pris le dessus. Quand vous parlez de passion, ça veut dire que quelque part, il y avait une graine. Oui, bien sûr. Elle est partie d'où cette graine? Depuis l'enfance, hein, le dessin, la mode, les vêtements, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, on commençait à faire mes propres vêtements. J'ai commencé à avoir une petite demande et puis c'est parti de là. L'idée est venue de là. Depuis 15 ans, vous en vivez? Non, on va dire depuis 2010 à peu près. D'accord. Ça a commencé à être professionnel. On allait vers le prêt-à-porter petit à petit. Et puis on va dire à partir de 2014, voilà, ça a été autre chose. Quand vous dites professionnel, ça veut dire que vous vous adressez à qui? Non, je m'adresse aux particuliers essentiellement. D'accord. Mais on est capable de faire des vêtements pour des entreprises, pour des uniformes, des vêtements corporate comme on dit. D'accord. Mais sinon, la plupart de nos vêtements, c'est pour les clients qui viennent en boutique. Voilà. D'accord. Donc essentiellement destiné donc aux individus. Voilà. Pris de façon donc générale. Adji Style, devrais-je dire, ou Adji Diallo? Qu'est-ce qu'on retient? Quand vous voulez, si je dis Adji Style, ça vous arrange plus, ça fait de la pub. Non, je ne dirais pas ça. Ça va, Adji Diallo? Très bien, et vous? Ça va, très bien. De combien d'années de pratique? 4 ans. 4 ans quand même, d'accord. 4 ans, plus timide que ma consoeur. OK. Et vous en vivez? Alors moi, pour l'instant, c'est quelque chose d'accessoire. Il faut dire que j'ai lancé Adji Style parallèlement à ce que je fais, parce que je suis dans le monde de l'aérien, où j'évolue depuis pas mal d'années. Steward? J'ai été steward. Maintenant, je suis responsable produit d'une compagnie aérienne de la place. Et donc, si vous voulez, je l'ai lancé en parallèle. Donc, je ne le fais pas à plein temps, mais par contre, j'ai pu le développer. Mon activité fait qu'aujourd'hui, j'ai un point de vente à Abidjan, j'ai une boutique à Adji Style à Bamako, je vends beaucoup à l'étranger. Donc, du coup, pour le moment, en tout cas, c'est en train de progresser. Mais je pense que si je m'y attelais à 200%, c'est sûr que ce serait à un moment donné rentable. Mais ça ne peut pas être aussi rentable au bout d'un... Il faut vraiment beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de travail. D'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de franchir le pas? Certainement que ça viendra. D'accord. Certainement que ça viendra. Pour l'instant, ce n'est pas si ennuyeux que ça à l'aérien. En fait. Comment? Pour l'instant, ce n'est pas si ennuyeux que ça à l'aérien. Comparé c'est ma première passion et la seconde a été la mode que j'ai rejoint. D'accord, très bien. Ça va, Pierre? Ça va, ça va. On peut s'imaginer Pierre aussi dans la mode, pourquoi pas?
Non, mais j'ai eu l'impression d'être visé par cette introduction-là parce que je fais partie justement des gens qui ont tendance à porter des choses qui viennent de l'extérieur et que c'est un peu moins facile pour moi tout de suite d'aller acheter du prêt-à-porter africain. Donc ça va être une espèce de petite psychanalyse pour moi aussi, cette émission. On va essayer de comprendre pourquoi. Ok. Ouais. Ça va, princesse? Très bien. D'accord. J'ai pas du tout le même problème parce que moi, étant donné que j'ai vécu en Europe, j'avais peut-être une petite crise identitaire, donc je voulais choper local. Ah d'accord. Ça, c'est local ou c'est un mix? C'est un local, d'ailleurs. D'accord. C'est local, ça? Oui, enfin, forcément, puisqu'on ne produit pas les tissus localement, on est obligé d'acheter ce qui vient de l'étranger. Donc bon, c'est un mélange, mais bon, c'est la création qui vient d'ici. D'accord. Voilà. Comment vous expliquez le fait que la tendance soit justement aux produits venus d'ailleurs? Est-ce qu'on en avait discuté? Alors, on en discutait tantôt. Hein, C'est aujourd'hui la problématique que nous avons. Pour la plupart, en tout cas, je ne me permettrai pas de dire l'ensemble, mais en tout cas, la plupart des stylistes ont ce problème-là. C'est que nous, aujourd'hui, on n'aimerait pas être qu'on nous dise, oui, c'est sympa ce que vous faites, moi, j'aimerais bien porter ça, ce que je disais en été. Non, nous, on veut être international, on veut vendre partout. On est prêt à sortir des collections qui vaillent, si vous voulez, aux gens. Maintenant, la problématique que nous avons, c'est surtout à Abidjan, où les Ivoiriens sont plus attirés par ce qui vient d'ailleurs, malheureusement. Pourquoi? C'est une question de culture ou c'est une question de complexe? On a tout entendu. Hein. Alors, en tout cas, ils sont enfermés dans ce choix, qui est bien dommage, parce que quand vous voyez au Nigeria ou dans d'autres pays, les créateurs africains, leurs créateurs travaillent, ils vendent bien, et c'est une consommation locale qui marche énormément. Oui, mais si on reste sur le cas du Nigeria, la réponse, elle est toute trouvée. Ils sont très forts en marketing, pour ce que j'ai pu lire dans différents articles. Ils ont su valoriser, vendre justement les productions locales, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Mais je pense que la mode, c'est une industrie en réalité. Et en Côte d'Ivoire, je pense qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé les accompagnateurs, par exemple, pour lancer une marque de prêt-à-porter. C'est quand même un gros budget. Et on est cantonné à de la couture, alors que pour ouvrir une boutique, pour créer des vêtements, pour faire une collection et pour faire du stock, ça demande vraiment beaucoup de moyens. Donc on est obligé de faire tout petit, on est obligé de faire au fur et à mesure des choses qu'on pourrait faire très rapidement, certainement au Nigeria. Donc en Côte d'Ivoire, on essaie de faire avec ce qu'on a. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'unité de production véritable? Je ne parle pas de la production. Ce n'est pas la production. La mode ne se limite pas à la production. Il y a la création, il y a le patronage, il y a la distribution, il y a le sourcing, c'est-à-dire les tissus qu'on va utiliser. C'est vraiment... C'est une entreprise en tant que telle. Donc, ce n'est pas juste créer des vêtements, juste coudre des vêtements. C'est vraiment tout un processus. Et on est souvent livré à nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs. Même, je veux dire que c'est le problème des entrepreneurs en règle générale. Les entrepreneurs anglophones n'ont pas la même écoute que les entrepreneurs francophones. C'est quoi votre écoute à vous, vu que vous êtes entrepreneur francophone? On ne nous entend pas du tout. Non, est-ce que vous faites... Surtout dans le secteur. Est-ce que vous vous faites entendre? Le secteur. Mais on essaie. Non, parce qu'en fait, on vous découvre qu'à la faveur de défilés de mode saisonniers, et puis on peut les compter d'ailleurs, pas plus de 5. Bon, pas spécialement. Moi, j'ai pris le parti de ne pas faire trop de défilés, de plutôt me concentrer sur une mode de tous les jours. Je vais dire que moi, mes concurrents, à la rigueur, c'est malheureusement... C'est Kiabi, c'est Mango, c'est de la mode quotidienne. Je ne fais pas de l'exceptionnel ou de l'événementiel, on va dire. Donc, on se fait connaître, comme tout le monde, avec les réseaux sociaux, en participant à vos émissions. Et puis, on est face à une industrie qui est vraiment très lourde, qui a ses moyens, qui a sa communication. Et puis, il y a les réalités du terrain. J'avais posé cette question à Pathéo il y a de cela quelques années. Je lui dis, mais pourquoi il n'attaque pas le segment des jeunes? Parce qu'on a l'impression qu'il n'habille que les seniors et tout. Il a juste dit, non, je peux le faire, mais j'ai juste peur de ne pas pouvoir faire face à la demande. Ça a été ça sa réponse. Il dirait autre chose maintenant. Moi, je dirais, qu'il y a de la demande sur le segment du vêtement casual, on va dire, pour tous les jours. Mais en même temps, on a la friperie. Je veux dire, il y a des jeunes femmes ou des hommes qu'on voit à Abidjan qui sont tellement bien habillés, mais ils se sont habillés dans les fripes. Ça coûte rien.
Et nous, on a la réalité de notre production, on a le coût des tissus, on a le coût du pagne, on a le coût de notre investissement qu'on doit mettre dans le coût de nos vêtements. Ceci pour dire quoi? Que vous essayez de justifier le fait que ça coûte un peu plus cher? Ça coûte plus cher, forcément. Ça coûte plus cher. D'accord. Forcément. Oui, parce que c'est tout le contraire. En Occident, c'est le prêt-à-porter qui coûte moins cher, comparé au sur-mesure. Ici, c'est... Non, le sur-mesure est toujours plus cher ici. Oui, on est dans le cadre du prêt-à-porter. Je n'ai pas sentiment. Normalement. Le sur-mesure coûte un peu moins cher ici qu'il ne le coûte... sur-mesure chez le couturier du quartier, c'est ça? Enfin, dans tous les cas, les couturiers sont juste dans les quartiers. Oui, Patéo, c'est un quartier, c'est à Tréjuille. Non, quand je veux dire le couturier qui a son atelier à côté de chez moi, si je vais lui donner la robe, il va peut-être prendre 3 000 francs. Ou 4 000 francs ou 5 000 francs pour le même modèle que moi, je vais peut-être vendre à 35 000, je ne sais pas. Exactement. Mais le problème, c'est que lui, est-ce que vous êtes sûr qu'à la fin de sa vie, il aura investi quelque chose? Est-ce qu'il a les coûts justes? Est-ce qu'il paye ses employés au salaire juste? C'est tout ça, c'est une réalité en fait. Voilà, la qualité du tissu, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. D'accord. Voilà. Et puis les clients sont contents quand ils viennent, c'est tout prêt. Oui, absolument, parce qu'en fait, elle a tout à fait raison. Aujourd'hui, nous, on parle dans le cadre du prêt-à-porter. Hein, c'est cela. Parce que nous tous, nous sommes en tout cas pour nous deux, nous sommes dans le prêt-à-porter. Et le fait que ce soit moins cher avec le couturier, donc il y a un problème aussi de qualité de tissu. Certainement que le tissu, il est moins cher que ce que nous, on va utiliser parce que nous avons quand même une clientèle qu'on vise qui est très exigeante. Je le disais tantôt, l'Ivoirien qui va rentrer dans une enseigne connue ne va pas trop discuter. Mais avec nous, il y a beaucoup plus ils sont beaucoup plus, si vous voulez, tatillons dessus, sur la qualité du tissu, sur même les boutons qui sont fixés. Donc, on a quand même un gros travail qui est fait. Pourquoi on se pose cette question quand il s'agit d'opérateurs nationaux et pas de produits qui viennent de l'étranger? Pourquoi? Parce que je pense que dans l'esprit, c'est déjà une meilleure qualité éventuellement. D'accord, dans l'esprit. Dans l'esprit, oui. D'accord, donc il y a des considérations d'ordre culturel, d'ordre... C'est ce que je disais quand je parlais du Nigeria, mais il n'y a pas que le Nigeria, mais il y a tous les pays limitrophes et qu'il y a un gros travail à faire ici. Parce qu'aujourd'hui, les stylistes, on vend beaucoup à l'étranger. Ou les étrangers qui viennent à Abidjan, qui est une ville carrefour. Mais si vous voulez, il y a ce problème-là. Il faudrait qu'à un certain moment, les Ivoiriens s'ouvrent beaucoup plus à la créativité ivoirienne. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine du stylisme, dans le domaine de la maroquinerie, etc., etc. Comme on est dans le volet des vêtements, il faut qu'on puisse rentrer dans les dress codes. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a une compagnie africaine et aérienne qui m'a fait appel pour penser à leur uniforme. Il doit être livré ces jours-ci. Donc, c'est un début de quelque chose. Ils auraient pu aller le faire ailleurs, en Europe, etc. Il faut que nous, on rentre dans les dress codes aujourd'hui des entreprises. Il faut que, cher ami, vous puissiez porter les créateurs africains. On est capable de le faire. C'est peut-être à nous aussi de travailler sur l'éthique, l'étymologie de la clientèle, les attentes. Hein, c'est important qu'on ne soit pas utilisé juste parce qu'il y a une cérémonie traditionnelle, parce qu'il y a un mariage traditionnel. Nous, on veut être porté tous les jours. Moi, quand je vais à Paris, je vends et c'est des gens qui portent Adistil tous les jours. C'est pas... Parce qu'aujourd'hui, on a ça aussi, ce problème aussi, vous en parliez tout à l'heure. En Europe, aujourd'hui, les Africains qui y sont, vous y étiez, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas grand choix. Vous rentrez aujourd'hui dans une grande enseigne, il y en aura 1 million pour le même article. Et vous vous retrouvez souvent avec... Alors que nous, on a quand même des recherches qui sont faites, les matières, et c'est important. C'est important. D'accord. Pierre? Alors justement, vous parliez de ce contexte particulier en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens tiennent à être uniques et que c'est la raison pour laquelle on n'a pas envie de prendre du prêt-à-porter, de se retrouver à croiser X ou Y qui a la même tenue? Mais vous savez, ils iront partout où ils iront. Cette problématique sera beaucoup plus que chez nous. C'est vrai. Parce que nous, quand on produit pas 1000 pièces. Cette tenue, c'est peut-être la 2. J'en ai d'autres. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Nous, à la limite, on dit prêt-à-porter, mais c'est comme si on faisait du sur-mesure. Parce qu'en fait, on ne produit pas des masses. Alors que ces grandes enseignes, qui sont même à Abidjan ou qui vont arriver bientôt, vendent des centaines, mais ça ne les dérange pas. Donc, il y a un vrai problème dessus. Mais ça rejoint le problème de la distribution. Si on ne distribue qu'à Abidjan, évidemment, on est obligé de limiter la quantité des pièces qu'on fait
Donc, on est obligé de faire des petites séries pour ne pas que les clientes... Il y a des clientes qui ne supportent pas de se retrouver avec la même tenue que quelqu'un à un endroit. C'est gênant, mais bon, il faut l'accepter aussi. C'est plus une affaire de femme, ça aussi. Voilà. mais après, la distribution, si on distribue dans plusieurs pays, qu'on a plusieurs points de vente, effectivement, pour cette robe, si j'en fais 10, j'en ferai 100, exactement la même, pour tous mes points de vente. Voilà, c'est un autre challenge qu'il faut qu'on relève. Alors, vous parliez de l'arrivée justement de ces mastodontes qu'on connaît tous. Ils sont déjà présents en Côte d'Ivoire. Vous les citez comme vos concurrents directs d'ailleurs. Comment ça se passe? C'est quoi l'écosystème, l'environnement dans lequel vous fonctionnez? Vous la sentez vraiment, cette concurrence? Moi, à mon niveau, en tout cas, pas vraiment. Parce que les personnes qui viennent dans nos boutiques recherchent quelque chose de particulier qu'ils n'auront pas là-bas. À la rigueur, même moi, je peux dire, bon, pour le t-shirt blanc, va le prendre et puis tu viens prendre le pantalon ici, il n'y a pas de souci. Toutes les marques se complètent en réalité. Ce n'est pas un souci et de toute façon... Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, et de toute façon, on ne peut rien contre ces enseignes. On n'a pas les moyens, on est vraiment... à la rigueur, moi, je n'en tiens même pas compte dans mon travail. Même réflexion pour vous? C'est totalement différent ce que vous faites, bien sûr. Mais... Moi, oui, je partage ce point de vue, mais en plus que, pour parler encore d'Abidjan, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est que ces grandes enseignes-là, elles sont plus au kilomètre carré que dans les autres capitales, en tout cas dans les pays avec lesquels nous avons... Exactement, merci. Donc, si vous voulez, ça aussi, c'est bien dommage. Et je ne dis pas que ça vient tuer, mais de toutes les façons, c'est une concurrence. Nous, on vend ailleurs, donc pourquoi pas qu'ils ne viennent pas ici n'est pas dérangeant. Mais il serait quand même bien qu'ils regardent ce qu'on fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a même pas trop d'intérêt. Parce que moi, tous les jours, je vois un client qui me dit « Ah bon, Adjustil, mais je ne connaissais pas. » Enfin, j'avais entendu parler, mais voilà, les gens n'osent pas. On a des a priori, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien dommage et on espère que cette donne va changer et qu'on puisse être aujourd'hui challengé avec ces grandes enseignes et que tout le monde y trouve son compte. Hein. Comme elle a dit, le pantalon, la chemise Adjustil et puis un pantalon si vous voulez. Justement, pardon, par quoi ça passe pour vous, justement, cette installation? Parce qu'on a pu voir sur les dernières années des créateurs comme Grisaille Allé, la collection Woody, par exemple, qui fait une collaboration avec H&M. Est-ce que, pour vous, ces grandes marques qui s'installent là doivent travailler avec souvent des designers locaux pour produire aussi et alimenter nos marchés? Est-ce que c'est une option qui serait intéressante pour vous? Elle n'est pas intéressée par ça. Non, c'est pas ça. Non, la production, c'est vraiment... la production de masse, c'est vraiment un métier. C'est vrai qu'on essaie d'installer des unités de production qui pourront... Il y en a quelques-unes hein, qui peuvent faire des milliers et des milliers de vêtements en un temps record. Mais c'est vrai qu'on est en train d'insuffler quelque chose qui va sûrement arriver. On va peut-être arriver au moment où on pourra concurrencer, je ne dirais pas la Chine, je dirais la Turquie peut-être. Mais c'est vraiment, quel est l'intérêt pour eux? Peut-être travailler au niveau des créateurs, oui, faire des créations. Mais l'intérêt pour eux de venir produire localement, ce n'est pas ces chaînes-là, ce n'est pas possible. Il faut avoir une réflexion sociale, une réflexion de développement durable éventuellement. Mais une grande marque, une grande enseigne n'a aucun intérêt à venir produire ici parce qu'on n'est pas compétitif. Et c'est une réalité. Pourquoi on n'est pas compétitif? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait qu'on n'a pas peut-être les moyens d'avoir l'unité. Il y a l'expérience, l'expertise. Il y a des pays qui font ça depuis des années. On se rend compte que même les modèles qui existent dans la production textile sont en train de changer. Au lieu de faire des grosses productions annuellement, on est en train de revenir vers des petites productions plus régulières dans l'année. On est en train de revenir vers des productions plus près des grandes villes. Toutes les industries étaient fermées en Europe. On voit que petit à petit, il y a des petites unités. Les consommateurs, ils veulent pas du sur-mesure, mais quelque chose de personnalisé. Donc, vous ne pouvez pas dire « Ah, moi, cette chemise, je peux vous la faire dans un an, vous la recevrez. » Donc, il faut que les chaînes de production soient plus près de nous et que la durée de production soit moins longue.
Pourtant, ils n'ont pas de mal, les Ivoiriens, à acheter des t-shirts de Lacoste ou de Nike qui sont produits en série. Hein. Oui, aucun problème. Ou la possibilité, enfin l'éventualité, la probabilité même de rencontrer quelqu'un au mètre carré qui a le même t-shirt est de 99%. Non, après, il peut customiser aussi, ça c'est une possibilité. Oui, il faut après avoir acheté une certaine quantité de t-shirts. Ouais, ça, c'est une autre paire de manches, princesse. Que faudrait-il justement, je vais venir un peu sur la question de Cheick tout à l'heure, pour justement être aussi fier de porter du Yves Saint Laurent que du Yaleri ou du Adistair? C'est tout. Je pense que YSL ne s'est pas fait en 2 jours, c'est énormément de travail. Ce que monsieur disait tantôt sur les collaborations avec les grandes enseignes, je pense qu'à un moment donné, ils seront obligés de venir à ça. Ça a commencé timidement, mais je pense qu'à un moment donné, parce que nous avons de la créativité et que c'est vrai qu'ils ont la possibilité de produire un article sur 1 million en un temps record, mais après, à un moment donné, il va falloir diversifier tout ça. Et ces grands acheteurs, c'est qui aujourd'hui? Quand vous prenez toutes les grandes capitales au monde, je ne peux pas m'avancer de dire des chiffres, mais les origines africaines, en tout cas, ce sont des gens qui achètent beaucoup, qui aiment beaucoup les vêtements. Donc, à un moment donné, il faudrait cette tendance pour qu'eux aussi puissent vendre. Oui, mais cette tendance, vous la créez comment? Parce que ce qu'on vous reproche principalement, encore une fois, c'est la promotion, c'est le marketing, c'est la communication. Comment, je sais que Yaleri existe, en termes de disponibilité de boutiques et tout. Enfin, en gros, il y a un vrai travail quand même à faire. On ne demande pas de produire 1 million de pièces à la chaîne, ça c'est un autre débat, mais déjà vous faire connaître. Oui. Parce que pour se réapproprier la culture nationale, bien le sûr. Réflexe et tout, il faut quand même qu'on sache qu'ils existent. Et on a peur, hein, quand on a Patéo, ça doit coûter cher. Si c'est Moïse, ça doit coûter... Non, mais c'est dans l'imaginaire populaire. Que nous avons des gens tout de suite. C'est pas une mauvaise chose. Mais comment on fait pour... Non, comme je disais, la mode, c'est vraiment une industrie. La mode a ses codes. Il faut faire des photos, il faut montrer qu'on est là. C'est ce qu'on fait. Mais je reviens au fait, dans quelle proportion? Je reviens au fait qu'on est entrepreneur et que chacun, normalement, a son travail et que nous, on se retrouve à créer nos vêtements, à surveiller la production, à acheter les tissus, à faire le DRH, à faire le comptable, à faire le marketing. Donc, à un moment donné... Et à vous contenter aussi de quelques influenceurs, on publie des photos sur les réseaux sociaux, voilà. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant, justement. Est-ce qu'il ne faut pas faire à un moment donné du lobbying, je ne sais pas, aller voir... C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est ça. Et puis aussi, il n'y a pas que nous de notre côté. Il faut aussi que les gens comme vous s'intéressent à nous. Ça se fait aujourd'hui, mais que ça aille au-delà. Pourquoi ne pas porter des créations de créateurs africains? Quand vous parlez de production, moi je produis toutes les semaines parce que je dois alimenter, chez Etika on est vendu tous les deux, je dois alimenter mon showroom de Azalaï, je dois alimenter Bamako, donc ma boutique qui est à Bamako. Donc si vous voulez, on essaie de faire des choses et cette communication, elle se fait sur les réseaux, elle n'est pas non plus essentielle. À un moment donné, il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus. J'ai pris votre exemple. Ça peut être... moi, il y a une télévision qui m'a fait appel il n'y a pas longtemps pour... et je n'étais pas le seul. C'était avec plusieurs créateurs pour réfléchir comment les animateurs pourront mettre en valeur, donc, si vous voulez, ces créativités, mais ces créations. Et ça ne se limite pas qu'à ça. Donc, il faut... Nous, il y a un travail à faire, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses à faire localement, à ce que les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qu'on fait. Un illustre créateur de mode me disait qu'au Nigeria, dans certaines rencontres, même au sommet, quand vous arrivez avec une tenue occidentale, on vous considère tout de suite comme un espion. Et donc, du coup, les autres se ferment et ne partagent pas avec vous certaines informations. En gros, ils sont arrivés en fait à inculquer... de s'habiller localement. Enfin, oui, mais en fait, ce qui est même paradoxal... C'est pas de la dictature pour autant. Ce qui est même paradoxal, c'est qu'on est même aujourd'hui à un niveau où même ces Ivoiriens qui ne sont pas très à l'aise avec ça, mais puisque au Nigeria, ils ont réussi quand même, ça ne s'est pas fait en une année non plus, mais aujourd'hui, ils sont allés au-delà. C'est de styliser ce qu'ils ont fait, de le moderniser. Et aujourd'hui, il y en a qui viennent chez moi en me disant avec des photos, voilà, moi, je dis que non, moi je ne fais pas ce que les autres font, voilà mes créations, vous regardez. Mais ils sont attirés par ça aussi. Mais justement, est-ce que vos créations sont si exotiques que ça? Est-ce qu'elles sont si originales? Est-ce que ce n'est pas plutôt Yaleri qui prendrait un modèle de chemise tel qu'on le connaît et tout, et qui le redesign en mettant juste la griffe, ou est-ce qu'il y a une... Non, il y a une vraie recherche en tout cas.
Il y a une vraie recherche, il y a du travail, il y a du patronage, il y a vraiment après... Et au contraire même, voilà, c'est le contraire. Quand je dessine quelque chose, je fais des recherches pour voir si ça n'a pas été fait. Pour ne pas, justement, ne rien avoir créé. Il faut que ce soit original quand même à un moment donné. Sinon, je me positionne comme quelqu'un qui copie. À ce moment-là, je suis honnête, je dis je copie et je mets juste une touche. Là, c'est autre chose. Mais moi, je fais des créations, mes propres créations. Et vraiment, il y a de la recherche derrière. Ce n'est pas juste une robe toute simple. On essaie d'aller au-delà de ce qu'on voit. Mais bon, après, on peut toujours avoir créé quelque chose qui existe déjà. Alors, vous nous parlez des différentes étapes depuis tout à l'heure, un petit peu de manière parsemée comme ça. De l'élaboration à la commercialisation, quelles sont les différentes étapes? Alors, déjà, il y a dessiner, créer la collection. La propriété intellectuelle. Voilà, la propriété intellectuelle. Créer une collection, l'imaginer, la mettre sur papier, travailler avec un modéliste que je n'ai pas forcément. Donc, je travaille avec un patronnier qui va me faire mes patrons. Les patrons, ça veut dire mettre à plat le dessin, le modèle tel qu'il sera cousu sur un carton, qui va être coupé en série, c'est-à-dire à partir de cette base-là, toutes les 36 seront identiques. Après ça, on valide le prototype, qui est le premier modèle. On fait les différentes tailles. Et à partir de là, une fois qu'on a validé ça, on peut lancer les collections. Après, il faut chercher les tissus. Mais c'est des réflexions qui se font au même moment et qui demandent vraiment beaucoup de travail. Et une fois que ce travail est fait, c'est vraiment plus facile de lancer. Vous avez sorti un terme clé dans votre profession, c'est la notion de collection. Oui. Pierre, comment il fait pour savoir qu'il y a une toute dernière collection que Passy a mis sur le marché ou Adji a mis sur le marché? C'est vrai qu'on se limite à Instagram ou Facebook. Voilà. Après, on essaie de participer à des magazines et présenter les collections, faire des photoshoots, présenter notre travail. Donc, il y a du boulot à ce niveau. Voilà. Est-ce que vous suivez les collections comme justement en Occident, non, donc parce printemps, que été, automne-hiver? Moi, déjà, j'estime qu'on en a en Côte d'Ivoire, on en Afrique, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver, donc je n'ai pas à suivre cette... Oui, ça, on est d'accord. Bon. Il faut des tenues avec des imperméables et tout, j'imagine, surtout pour en ce moment. Oui, voilà, on s'adapte à vos réalités. Voilà, voilà. Et comment vous expliquez justement que, par exemple, il y a une jeune une designer qui s'appelle Céla Jean, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui reprend pas mal de modèles africains simples, comme le kaba au Cameroun, qui va vendre le kaba à $250 par exemple, et ça marche, et vous faites exactement la même chose et personne n'achète. Mais moi, je suis justement, c'est ce que je disais, il y a des métiers clés dans la mode. Il y a des représentants, il y a des gens qui viennent vous voir et qui veulent vendre vos produits. Il faut avoir ce canal, ce réseau pour savoir où aller. Et moi, ce sera avec plaisir que je vendrai ma robe que je vends à 50 000 ici, la vendre à $250 à New York. Mais c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas les opportunités ou qu'on ne tape pas à la bonne porte. Mais bon, ça va venir. Vous êtes en train de compliquer encore l'équation, là. Pourquoi? Mon but, personnellement, au terme de cette émission, j'espérais qu'on puisse dire, écoutez, voici la solution pour que le prêt-à-porter soit accessible à tous. À la fois en termes de visibilité, mais en termes de coût d'acquisition. Là, on parle de $250. Le prix d'Abidjan reste le même. Oui, mais ce prix, comment on fait pour le baisser pour que finalement... Comment on fait pour le baisser? Oui. C'est quoi la formule magique? Il faut augmenter le nombre de pièces produites. D'accord, pour des économies d'échelle. C'est ce que je disais, s'il y a plus de distributeurs, on produit plus. Adji? Moi, je trouve que ce que je fais n'est pas du tout excessif. Et que pour une... On est sur quel prix moyen? 25 000, 30 000. C'est déjà un peu cher aussi, non? Non, parce qu'en fait, ce que vous... C'est pas exorbitant, mais bon. En fait, c'est très compliqué parce que cette même clientèle exige d'avoir les tissus. Oui, on est d'accord, mais sur la gamme de produits, vous avez peut-être ou l'assortiment de produits, vous aurez peut-être des lignes en fonction des cibles et tout, en fonction des budgets. Il faut peut-être aller aussi sur ça, non? Une diversification de oui, peut-être à un moment donné pour pouvoir avoir le grand public, mais ce sera compliqué d'avoir exactement pour 30 000, si vous voulez, le même tissu que si c'est quelque chose qui est vendu à 15 000. On est d'accord. Vous imaginez un jeune lycéen ou un tout nouvel étudiant qui arbore fièrement un t-shirt avec une marque locale et tout, plutôt tendance, et qui en parle à ses potes, et du coup ça devient viral, c'est parti. On va dire, ah oui, ton affaire là, c'est beau, mais c'est 25 000, quoi. Non, on ne peut pas. Non, il y a des étudiants. Non, je pense qu'aujourd'hui, nous, on doit travailler dessus aussi.
c'est vrai qu'on a commencé avec cette clientèle aujourd'hui qui est située entre 30 et 50 ou plus, qui travaille. Mais il faudrait aussi qu'on puisse adapter aussi, si on veut toucher aussi le grand public, effectivement, c'est de pouvoir, peut-être pas créer une sous-marque, mais de créer de faire des collections qui soient adaptées à ce public jeune, qui puisse, avec des petites bourses, qui puissent s'acquérir. Parce que ça peut être vendu même en nombre important. Et, Ok, très bien. En tout cas, nous, s'il y a une chose qui est précise chez nous, c'est une collection qui est connue à l'avance, on sait à quel moment elle tombe, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est les écrans publicitaires. Donc, on va s'arrêter un moment, aller à la pub et on revient dans quelques instants. On sera rejoint par Yabongo Lova. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On a parlé tout à l'heure dans le premier tableau de prêt-à-porter. On change radicalement, pas vraiment, vous verrez et vous comprendrez pourquoi. On reçoit celui qui se considère aujourd'hui comme la lumière du Zouglou. En tout cas, sa voix ne passe aucunement inaperçue. Il a réussi en l'espace de quelques années seulement à se positionner. C'est Yabongo Lova. Ça va? Bienvenue Yabongo. Super, merci. Cool. Alors je fais les présentations. Passy, Adji. Donc, qui sont des entrepreneurs dans le domaine du prêt-à-porter. Ça, c'est local ou pas, cette tenue? Oui, c'est local. Non, c'est local. C'est un ami qui a fait ça pour moi. D'accord, ok. C'est le couturier de quartier ou c'est un professionnel? Je dirais que c'est un professionnel parce qu'il essaie de faire des tenues pareilles. Pour nous, c'est notre façon à nous de lui apporter notre soutien. D'accord, c'est une cape, ça? Bon, il a dit que c'était une nappe de table. Ouais. Il a vu l'esprit. Après, il a lui-même, je ne sais pas comment il s'est imaginé, mais en tout cas, les gens, depuis le matin, ils apprécient mon truc. C'est pas un tapis volant, on est d'accord. Ça ressemble plus à un poncho, une cape quand même. Oui, d'accord. Il y a un peu de folie quand même, non, dans la création? Oui, moi je suis plutôt sage, mais bon, il faut. Ah, plutôt sage. Ouais. D'accord, plutôt mesuré, quoi. Ouais, est-ce qu'on peut tout faire dans la mode? Alors, c'est une bonne question. Il faut avoir de la créativité, il faut avoir un peu de folie, en tout cas en ce qui me concerne, mais il faut pouvoir vendre aussi. D'accord. Du coup, je pense qu'il est plus sage de faire des créations qui soient adaptées... Qui sont un peu conventionnelles. Au public, voilà. Mais cela dit, quand il faut s'éclater... Yabongo, est-ce qu'on peut tout chanter? Ah, là, ça, c'est compliqué de tout chanter quand même. Ah bon? Parce qu'il y a des sujets auxquels tu ne peux pas toucher en ce moment-là. Tu vois ce que je dis? Nous, on chante que la réalité de ce que nous vivons chaque jour au quotidien. Voilà. D'accord. Alors, ce qui a permis de révéler, en fait, Yabongo Lova, ce n'est ni un album. D'ailleurs, pour le petit rappel historique, c'est qu'il démarre sensiblement début année 2000, non pas à Abidjan, mais plutôt à Daloa. Il est encore élève. Et il ne démarre pas en tant que chanteur, mais il démarre en tant que disque jockey. Voilà. Et puis, il va réaliser une chose, c'est que c'est vrai qu'à l'intérieur du pays, on arrive quand même à se faire connaître et tout, mais le rêve, on le réalise véritablement quand on est à Abidjan. Donc, il va se déporter moitié des années 2000 à Abidjan. Mais il n'est toujours pas chanteur zouglou en vérité, non? Toujours au platine quand même. Ouais, nous, on n'était pas vraiment au platine, nous, on était plutôt à Talakoumane. C'est ça, voilà, c'est ça. À Talakoumane, on faisait les éloges de nos clients dans nos différents espaces. Absolument. Puis après, comme on est né dans la musique, je peux m'exprimer ainsi. Et un peu est venu l'esprit du zouglou maintenant, il fallait passer à une autre étape. Alors, parlant d'Atarakou, donc il y a cette mixtape, on peut le dire ainsi, qui est enregistrée. Je ne sais même pas s'ils étaient informés que c'était enregistré ou pas. Non, même pas. Même pas. Alors, on est à la Sikoji, chez Penin, donc dans un maquis. C'est quoi le nom de ce maquis d'ailleurs? On appelait ça chez Penin. Chez Penin, voilà, bon, d'accord, ok. Et puis on écoute cette sonorité, on va l'écouter justement en quelques secondes. C'est un beau cru, zouglou. Alors ça, c'est un joli souvenir, un bel a cappella qui va lancer d'ailleurs à Bongo. Au côté, il y avait Cisco à l'époque. Et Atito Kwata. Et Atito Kwata, justement. Donc c'était très viral. Et ça va être un peu le déclencheur, finalement, dans la professionnalisation de la carrière de Yabongo, qui décide maintenant ouvertement de se lancer dans... Effectivement, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le gars enregistre la chanson. Nous, on était venus juste apporter notre soutien au grand frère Penin. Et après 2-3 jours, il y a le DJ qui est venu nous voir pour dire « Ah, écoutez, les gars, vous étiez
dans un endroit la semaine passée. Voici ce que j'ai pu faire pour vous. Et Dieu merci, on a joué ça au maquis. Tout de suite, les clients ont apprécié. Chacun a ramené son CD et tout, sa clé, il faudrait qu'on copie. D'accord. Et Dieu merci, ça fait un bout. C'était de l'improvisation ou presque de l'improvisation ou de l'improvisation préparée? Tout était improvisé. Totalement improvisé. D'accord. Tout était improvisé. Parce qu'on était au maquis, moi-même, je n'étais pas invité. C'était une soirée où Atito et Cisco étaient invités. Comme ça, ils m'ont dit, ah bon, comme pour l'instant, tu fais rien, viens, tu nous accompagnes. C'est du maquis jusqu'au lieu du spectacle. C'est tout ça qu'on a mis en chanson. Très bien, d'accord. J'ai demandé tout à l'heure, avant que Yamogo nous rejoigne, à Passy et à Adji, si le Zouglou, ça leur parlait. Elle me dit, oui, j'aime bien. Je ne connais pas les noms, mais j'aime bien. D'accord. On va regarder en 1 minute ce qu'a fait Yabongo jusque-là, une sorte de medley, et puis on revient juste derrière. Zapatero, l'amiral Tani. Toujours en train d'ajouter ton mot, ça c'est très vidéo. Elle est boyeto, beaucoup oui, ça mon wololo. Elle est boyeto, beaucoup ça mon mais on a maman, Eric Boisa. Voilà déjà des amours. DJ Bigis, chez nous là-bas, y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Sous le soleil, sous la pluie, je me débat. Parce que je veux que mon lendemain soit meilleur. Dis-moi ce que tu veux, ça n'aide. Assez vidéo, dis-moi ce que tu veux, ça n'aide. Ah, ça n'aide, oh, béyo, ça n'aide. Alors, donc, Michael Bialy, qui devient, ça c'est le nom à l'état civil, qui devient finalement Yabongo Olova. Pourquoi Yabongo Olova? Mais parce que dans les années 2000, quand le mouvement Coupé décalé est arrivé, il y avait d'abord les Congolais qui faisaient mal chez nous. Donc, du coup, quand le mouvement est arrivé, il fallait porter un nom congolais pour se faire remarquer. D'accord. D'où est venu le nom Yabongo, sans vraiment connaître la signification. On a pour le nom comme ça. OK. Et le Lova? Lova pour parler d'amour, parce qu'on a vraiment besoin d'amour les uns aux autres. On a vraiment besoin d'être ensemble. Et puis ça marche bien. 2014, meilleure révélation Zouglou. 2016, meilleur artiste Zouglou aux Awards du Zouglou. Aujourd'hui, ambassadeur d'une marque, évidemment, qu'on ne citera pas, mais c'est une boisson, voilà et tout. Donc, tout roule. Et puis après, l'appellation va changer. Enfin, pas l'appellation, mais les superlatifs vont s'enchaîner. Finalement, on retient la lumière. Lumière Pourquoi? du cœur de l'âme et de l'esprit. Par rapport aux couleurs des lunettes ou... Par rapport à ce que nous véhiculons comme message, parce que notre objectif, c'est d'éveiller la conscience de toutes les couches. D'accord. Que tu sois jeune, vieux et tout, il y a des paroles qu'on sort qui peut-être vont te réveiller à vraiment vouloir te battre. D'accord. Alors, ta façon de chanter et surtout ta voix sont particulières, hein, on va dire, mais ce n'est pas quelque chose forcément d'inédit, ça vient de quelque part. Tu es natif de Daloa. Est-ce que je dirais que tu t'inspires de la pure tradition de là-bas? Oui, parce que quand on était tout petit, quand j'étais encore à l'école primaire, mon grand-père ramenait les chansonniers BT qu'on appelle les tourous à la maison tous les dimanches. Il y avait les masques aussi qui venaient. Donc leur façon de chanter, chaque fois, ça a vraiment baissé notre enfance. Pour aider Passy à bien comprendre, ça donne quoi si on chante en langue là, comme ça, tout de suite? Bon, ok, très bien. Désolé de la choquer. Vous avez un timbre de voix très, très intéressant. Merci. Si vous ne faisiez pas du zouglou, vous feriez quel autre type de musique? Rap. Ouais. Ah bon? Je croyais que ça aurait été le coupé... La voix, ce serait très bien pour le rap. Ouais. Ah, c'est vrai? Pas le congolais? Parce qu'il y a Bongo, il y a l'histoire. Non, non, pas le congolais. Je vois un peu sur Natalakou, Extra Musica, Chamou Koualé. Non, moi, je préférais faire du rap, en fait. Voilà. D'accord. Sur les mêmes thématiques, je suppose. Ouais, tout ça. Comme le rap. Non, ça nous a embrouillé aussi quand on partait à l'école. OK. Passy, vous dansez bien le zouglou ou pas? Pas du tout. Ah, je pensais qu'on allait me renvoyer la réponse de tout à l'heure. Je connais, hein. Je connais. Bon, très bien. Alors, le zouglou a des pas qu'on connaît tous, mais Yabongo arrive avec un pas un peu étrange, bizarre. On aurait dit hémiplégique ou... je sais pas, on va regarder justement en quelques secondes, vous allez comprendre pourquoi.
Ça, c'est quoi? C'est les chansonniers d'Alois aussi ou pas? Pourquoi c'est pas de danse? Non, les pas de danse, c'est juste pour apporter un plus à ce que nous faisons. Oui, on est d'accord. Le zouglou, c'est plutôt la musique et tout, mais nous, on se dit, ben, quand quelqu'un écoute aussi, il faut que ses yeux prennent plaisir. Oui, mais ça aurait pu être un autre type de danse. Pourquoi cette danse? Pourquoi ce... Ouais, c'est le supporter Mazo, en fait. Michael Jackson. Voilà, elle pense à Michael Jackson tout de suite. Non, c'est le supporter Mazo, parce que la Côte d'Ivoire, on a une équipe nationale, souvent on les supporte, souvent on les supporte pas. Donc du coup, les gars, même quand c'est compliqué, on les supporte. Ah, c'est une affaire comme ça. J'aurais jamais pu imaginer ça, quoi. Passy disait tout à l'heure, je pourrais jamais danser ça. C'est bien ça? Ah ouais? Non, je ne sais pas danser du tout. Ah. J'aime la musique, mais... Adji? Se débrouiller. On peut s'imaginer danser ce truc supporter Mazo là de Yabongo. Les pas vont pas sortir. Ah bon, d'accord. Ah, je pensais que les créateurs, c'était des gens qui arrivaient à se fondre dans tout le moule. Apparemment, il y a des limites aussi à la création. Non? Ça se développe ailleurs. D'accord. Ça vous parle ou pas, cette tenue un peu d'avocat de Yabongo? Ah oui, c'est bien sympa. Très joli. En tout cas, les gens m'ont apprécié aujourd'hui. Oui, mais est-ce que ça, c'est une tenue de tous les jours? Non. D'accord. Moi, je pense, ça me fait penser à une tenue d'avocat, une toge d'avocat. Non? Moi, je pense que c'est... On a une juriste en face, la vanne d'ici. C'est une tenue de spectacle. Ça passerait pas au tribunal, en tout cas. D'accord. OK. Marquons une pause, hein, si vous voulez bien. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de nos échanges. On reste toujours en compagnie de Yabongo, de Passy et de Adji. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a de talentueux aussi. Hein. Ce soir, on a parlé de prêt-à-porter. On est toujours en compagnie également de Yabongo Lova. Le zouglou a 30 ans pour l'artiste que tu es, qui a pris le train en marche, hein, pratiquement 15 ans après le démarrage de ce mouvement. Quel est ton sentiment? On est très contents déjà parce qu'on a suivi les grands frères qui ont fait ce qu'il fallait faire. Nous aussi, nous avons pris le train en marche, mais qu'est-ce que nous apportons à ce zouglou? Comment est-ce que nous devions faire pour continuer le combat qu'ils ont mené? Je pense que c'est sur ce train-là que nous sommes, en fait. D'accord, très bien. Et ça se passe bien, visiblement? Ouais, ça va, super bien, super bien. On a une génération vraiment très, très engagée. Il y a des artistes très talentueux. Je pense que chacun travaille comme il peut pour pérenniser le mouvement. Octobre 2017, 16 octobre précisément, salle comble, salle Anoumabo, Palais de la Culture. Ouais. 5000 spectateurs. Premier concert live de Yabongo, c'était vraiment... C'était prévisible ou on était un peu surpris? Non, c'est quelque chose qu'on préparait, mon staff et moi, parce qu'arrivé un moment, il faut se lancer les défis. On s'est dit, les gars, maintenant on a de la cote, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment démontrer ce qu'on vaut? Il faut faire un concert au Palais de la Culture. C'est comme ça que les Abidjanais, disons, toute la Côte d'Ivoire est venue nous soutenir. D'accord. Ça a été un plaisir. 2 albums à ce jour, hein. Ouais. Lumière. Et plus qu'une lumière. Plus qu'une lumière. Comment on vit la Covid-19? Bon, ouais, c'est vraiment compliqué. Oui. Parce qu'il n'y a pas de spectacle. On a essayé d'investir dans pas mal de choses qui ne bougent pas. Mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on se maintient. D'accord. Par la grâce de Dieu, il faut se maintenir. Et puis, cette affaire doit passer assez rapidement. Et vous, la Covid, ça va, tout va bien? Vous vendez? Non. Enfin, en quoi est-ce que ça impacte votre business? On a fermé les... Enfin, moi, à mon niveau, j'ai fermé ma boutique 2 mois. Oui. Donc, c'est un peu la source de revenus principale. Donc, il fallait prendre des mesures au niveau de la production qui était arrêtée également. Bon, grâce à Dieu, il y a eu les masques, barrières, les masques alternatifs qu'on a... On a profité de fait qu'on n'avait rien d'autre à produire. C'était la seule chose qu'on pouvait faire. Donc, on a commencé les masques. C'est ce qui a permis de tenir justement ces 2 mois. Et puis là, on revient tout doucement à nos productions en étant quand même attentif à ce qui se passe et en se disant que
l'année 2020 est quand même en pointillé pour nous. D'accord. Comment on en trouvera justement l'avenir, Adji, avec cette Covid-19 ? Alors, moi, personnellement, ma marque a été touchée comme tout le monde parce que j'ai un point de vente à l'aéroport de Bamako, donc aéroport fermé, ça ne me plaît plus. Point de vente ici fermé, donc c'était assez compliqué. Moi, je ne suis pas allé dans les masques parce que bon, j'avais une autre approche. Je me suis dit, je vais prendre ce temps pour réfléchir et aussi à développer le business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais du prêt-à-porter. C'est une mode à 90% masculine et un peu féminine, mais c'était de penser à faire d'autres choses qui engloberaient aussi Adji Style, parce que ça nous a montré que tout peut arriver à n'importe quel moment et que il faut être agile. Il faut être agile et puis il faut avoir plusieurs cordes à son arc parce que bon, ce qui s'est passé, l'histoire a retenu qu'on ne s'habillait pas, mais on mangeait beaucoup. Les choses de la maison marchaient. Oui. Donc on va dire qu'il faut y penser. Donc peut-être s'investir dans... Enfin, oubliez ce commentaire. Voilà. On va parler d'une femme mince. En gros, je ne sais même pas de quoi je parle, mais c'est le sujet du kiff du web de Princesse aujourd'hui. Il n'a pas été confiné, alors. Est-ce que, justement, quel type de personne vous préférez habiller, enfin, en général? Moi, pas le canon de beauté de la mode occidentale, pas du tout. Moi, ma femme, Yaléry, je la vois pulpeuse. D'accord, donc Princesse est éliminée, ok. Non. Disons-le tout net. Elle est pulpeuse. Ah bon? Oui. Oui. Il faut que je le vois. Pas le poids. Faut que je le vois ma compréhension. C'est pas le poids, c'est les proportions. Oui, mais même si on reste dans les proportions, bon, c'est pas grave. Okay. Je suis encore là. Ouais, sorry. Ok, alors? C'est très bien, parce que la vidéo qu'on va voir, je pense que cette personne-là et vous entendrez très bien. Dans notre culture, on n'aime pas les femmes minces. Comme moi. Oui, comme toi. On a l'impression qu'elles ont faim. Donc j'ai l'air d'avoir faim. Oui, c'est ça. Ça me donne l'impression que tu es pauvre. Que tu n'as pas de vache, pas de terre. Donc tu ne voudrais jamais m'épouser? Non, je ne pourrais jamais t'accepter, ma belle. Mais on pourrait éventuellement être amis, si tu étais plus grosse. Quel pays, la princesse? On sait ou pas? Afrique de l'Est. On est en Afrique de l'Est. Oui, Afrique de l'Est. Mauritanie aussi, pareil. Hein. Les femmes pulpeuses, dans la définition de Passy, parlant de princesse, ça ne marche pas là-bas, comme ça, non? Je ne suis pas voluptueuse, mais pulpeuse. Merci, j'accepte le compliment. Ok, bon, je ne vais pas demander à Yamogo c'est quoi ses préférences. Ividéo, ça vous parle ou pas? Oui. Oui? Oui. Oui, forcément, d'accord. Ben, tous les soirs, donc, il y a Madame Tongpi et compagnie dans la télé d'ici. Et ce soir, donc, c'est Caniche, une affaire de chien, j'imagine. Bon, on va regarder, pour s'en faire une idée. Voisine, aujourd'hui tu es venue avec ton enfant là. Quand ils sont pas lui, il pleut où? Oui. Celui-là, il me coûte cher. Pas n'importe quel chien. Vous avez aussi sorti un peu, je vais prendre un peu d'aide. Non. Quand tu ne sors pas lui comme ça, il pleure. Il pleure. Il pleure même. Et sa nourriture. 36 000 francs par semaine, le sac. Les croquettes là. Tu dis quoi? Les croquettes de chien là. 36 000 francs par semaine. Donc il mange combien de sacs? Il mange. Il mange des. Combien de sacs comme ça? Dans la semaine, toi, il faut compter, ça fait 4 sacs le mois. Et? Oui. Il mangeait? Et son eau, il ne boit pas n'importe quelle eau. Hein. L'eau minérale, s'il te plaît. Le chien là? Oui. Mais si tu lui donnes l'eau de robinet, ça fait quoi? Non, il ne boit pas. Hein. Comment lui, il sait que ça là, c'est l'eau du robinet? L'eau minérale. Je t'ai dit, il ne boit pas. Faut essayer. Il ne boit pas. Il a un sacré flair. Hein? Ah, c'est lui qui m'a formé. Quand dit chez moi, et puis il sent tes sauces là. C'est lui qui m'a formé. C'est un bon formateur. Nous aussi, on est là, oh, mon cher. Et son mari? Il a voyagé. Il a voyagé. C'est ça, je ne vois pas. J'ai dit. Tu as fait quoi? Tu as préparé quoi aujourd'hui? Il savait, la question fétiche. Moi-même, depuis la maison voisine, n'a pas encore posé la question. Toi aussi, tu ne me rates pas. Aujourd'hui, on a fait quoi? On a fait foutou. Voilà. Maintenant, si c'est sauce claire, non? C'est sauce claire. Mais demande à la fille. Aujourd'hui, c'est quel jour? Mercredi. Non, c'est sauce arachide. Mais mercredi, c'est sauce arachide, si. Ah là. Mais sauce arachide. C'est pas trop intéressant, hein. Pourquoi? Lui, là, c'est son totem. Arachide. Mais il n'est pas arachide.
Ah, il y a arachide dans ces croquettes là? Non, toi aussi. De temps en temps. Attends. Tu n'as pas dit que... C'est son totem qui est arachide. Ah. Tu dis il mange pas... Ces croquettes seulement il mange, non? Croquettes là, c'est son goûter. Est-ce que de temps en temps, il lui donne un peu de foutou, un peu de riz? Chien là mange foutou. Quelquefois. Sinon aujourd'hui c'est arachide on a fait. Ah, bon. Wafen, on va essayer voir. Il faut voir. Il faut servir un peu, on va... Attends, voici. Donc, je vais te servir et puis je vais servir ton chien. Ça fait quoi? C'est qu'aujourd'hui, là, ton chien va jeûner. La voisine, elle est pulpeuse. Oui. Mais elle n'a rien à voir avec Princesse. Elle est voluptueuse, la voisine. La voisine? Oui. Mais elle est pulpeuse aussi. Elle est voluptueuse aussi. Pourquoi? Ça va être chaud, hein, cette affaire, Yabongo. Bon, c'est pas grave. Yabongo, tout à l'heure, un petit live quand même. Ok, super. Ça va nous permettre de se retrouver dans cette définition de volupté, de pulpe. On ne sait plus de quoi il est question. Marquons une dernière pause, la toute dernière en tout cas. Yabongo sera dans quelques petites secondes seulement live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir, consacrée en partie au prêt-à-porter. J'ai failli dire à la mode prêt-à-porter, mais bon, on peut, non, je peux me permettre de le dire ou pas? La mode, oui. D'accord. Merci à Passy Kadio Morocco d'être passé par la télé d'ici. Merci à Adji Diallo. Merci à vous. Merci à Princesse. Merci. On vous laisse en compagnie de Yabongo Lova. Il totalise 2 albums, Lumière, Plus qu'une lumière. Certainement que le 3e album s'appellera Plus qu'une lumière. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Lumière. C'est ça. Donc on a Lumière. Ça, c'est le premier album. Le 2e album, c'est Plus qu'une lumière. Voilà. Donc le 3e album, ça sera sûrement encore plus de lumière. Mais bon, avant cela, il y a les singles qui sont annoncés, notamment des feats avec L'Unique, avec Mix ou encore Dobegnaoré. Ce soir, d'ailleurs, il est live sur la scène de la télé d'ici. On va évidemment s'en délecter. On se retrouve demain d'ici la Take Care. Yabongo Lova, right now. Bissague musique. Yabongo Lova, capitaine NGZ. Le Louche, Chava Noir. Tu ne peux pas demander la pluie et avoir peur de la boue. Comprends qu'on est la bite que l'âme qui porte des fruits. Même s'il n'y a pas la place au paradis là-haut, c'est pas à cause de Jésus. Voilà mon pays, qui c'est mon pays. Voilà mon pays. On cherche souvent le bonheur à l'autre bout du monde pour finalement le retrouver au seuil de notre porte. Wow, wow, wow. Ah. Mais moi je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont répondu non. Car grâce à eux là, je l'ai fait moi-même. Bonne idée, oh, bonne idée, oh. Voilà mon pays, j'ai qu'à mon pays. Voilà la bonne idée, oh. Voilà déjà des gamins. En quoi, maman, mais on a maman, you. Voilà, voilà déjà des gamins. En quoi, maman, mais on a maman, you. Video, ange bacao, papa victorien, voilà mon pays. Alors la génération consciente, solito.
Joka joka you mama mama, Belinga you mama, Joka joka you mama, Balile ma oh Balile vita vie hier n'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Il n'y a que le miracle du moment présent, savourer ou Belinga. Le seul risque, c'est de ne pas prendre de risque. Ouais. Bateau, ça y est, ça y est. Bateau, ça y est, ça y est. Bateau, ça y est, ça y est. Bateau, ça y est. Ah, Balile, oh, Balile, oh, Chez nous là-bas, il n'y a pas de travail, tout le monde est sur Facebook. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Mais quand ça arrive, c'est là le quartier va sortir. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Le quartier va sortir. Le quartier est dehors. Et quand le quartier sort, il y a Verage, il y a Nagoya, jalousie, calomnie, hypocrisie. Mais on est du temps, car c'est Dieu qui nous bénit. Toi tu n'as rien, tu n'es rien, mais c'est toi qui parles toujours des autres. Qu'est-ce que tu fais pour faire évoluer ta vie? Dis-nous la vérité. Tu es toujours dans le quartier pour affaire les autres. Le quartier va sortir, le quartier est dehors. Le quartier va sortir, le quartier est dehors. J'ai décidé d'aller loin, je suis pas là pour te regarder. Et on va continuer de parler mon affaire dans le quartier. Aïda de Rio, le quartier va sortir. Diano Sirio, le quartier est dehors. Franco Yannick Ekese, le quartier va sortir. Lago a changé son terreau, le quartier va sortir. Il a eu son argent, le quartier va en parler. La petite a voyagé, on dit qu'elle a fait autre chose. Toujours, en train de parler des autres. Dis-moi ce que tu penses de toi, ta vie là, ouais. Arrête d'alimenter mon quartier. Affairage, ça t'a jamais fait avancer. Nyagoya, ça t'a jamais fait avancer. Mane bobo wa gbare yo, la ye wa gbare. Mane bobo wa gbare, la ye wa gbare. Ara yu mo wo, ara yu gire ye. Ara yu mo wo, ara yu gire ye. Wana ye kweso le quartier est sorti de. Gula na ye yo, le quartier est
Wapio, Sregeta, Wapio, Pio, Wapio, Sregeta, Wapio, Wapio. We are the boss, Wama, Nepali, Sama, Waswama, Wapio, Sregeta, Wapio, Wapio. Le caté va sortir, le caté est dehors. Le caté va sortir, le caté est dehors. Le caté va sortir, le caté est dehors. J'ai venu ta sortie, le caté est dehors. Merci. Yabongolo va accompagner de la Tiven. Good job. Bravo. Merci.